Bonjour tout le monde, bienvenue à cette magnifique première épisode et aventure d'Inféodé au roi squelette. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Philippe des Contes et des Dés. Si vous voyez cette vidéo, vous avez sûrement fait un minimum de recherche, je l'espère. Je vous remercie d'avoir choisi d'écouter et de visionner cet épisode avec un système qui est différent de ce qu'on voit habituellement. Beaucoup de vidéos en direct, autres utilisent des systèmes un peu plus populaires. Fléau est un système francophone qui a été créé par Monsieur Kobayashi et qui est un Français et qui est aussi très actif dans le monde OSR, Old School Renaissance, et aussi qui est une personne généreuse de sa personne, qui aide beaucoup les personnes qui cherchent à apprendre à la conception, à des maîtres de jeu. Il a fait un Kickstarter justement pour que Fléau soit traduit en anglais qui a été assez populaire. Donc, merci de prendre ce risque avec nous. Je tiens à préciser que ce système aussi n'est pas un système que nous maîtrisons à 100% et que nous avons passé des centaines et des centaines d'heures à jouer avec. Alors, il est possible que nous fassions quelques erreurs. Soyez s'il vous plaît, remplis de compassion face à ces problèmes qui pourraient arriver. Et soyez patients si ça nous prend des fois peut-être 2-3 secondes de chercher une petite règle si vraiment il y a une entorse. Alors, merci de votre clémence. L'objectif de cette aventure est d'avoir du plaisir. Alors, c'est possible aussi que des fois, volontairement, on fasse une entorse aux règles dans le but d'avoir du plaisir et de continuer l'histoire. Et donc, sur ce, je vais vous présenter mes magnifiques joueurs et joueuses qui se joindront à nous ce soir, ainsi que les autres soirs, les autres journées, bref, à tous les moments que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais lancer une première balle courbe parce que la personne n'est certainement pas prête à recevoir toute cette attention à Frédéric. Bonjour Frédéric. Qui es-tu? Allô. Bonjour tout le monde. Alors, Frédéric Gosselin, je suis acteur de formation, professeur au Cégep en arts et lettres exploration théâtrale depuis maintenant 1 an. J'œuvre donc dans le milieu du théâtre, de création et tout ça. Et puis, je fais des jeux de rôle depuis l'adolescence. J'ai parti avec la 2e édition, Advanced Dungeons and Dragons, avec le TACO. Puis ensuite 3.5, une petite pause, pas de 4. On est passé à 5 tout de suite après. Puis depuis quelques temps, je m'intéresse là à tout ce qui est propulsé par l'apocalypse, donc Dungeon World et tout ça. Sinon, DM novice, j'ai commencé l'année passée ou cette année. Donc voilà. Et puis sinon, pour ceux et celles qui connaissent l'Enclave, comme Philippe le précisait sur la page Facebook de Contes et des Dés, j'ai fait quelques vidéos explicatives là, pour le jeu de rôle et tout ça, pour le jeu, surtout en GN, en grandeur nature, mais sinon, voilà, donc c'est pas mal ça. Ouais, merci Philippe de l'invitation. C'est vraiment plaisant de participer à tout ça. J'ai bien hâte. Ben, ça me fait plaisir, Fred. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de te lancer tête baissée. Surtout que c'est pas le genre de système que tu es habitué non plus. Non, du tout. Premier OSR à vie. Alors, soyez indulgentes et indulgents. Ben, tant mieux. Oh, tu vas mourir. C'est ça. C'est une vision de la chose. On apprend des fois dans la douleur. Ben justement, notre cher ami Dave, Monsieur Papin, vu que tu as pris la parole, lance-toi, vas-y. Bonjour, Dave Bellemare. Papa DM, mon name tag, en tout cas, c'est le nom de ma page YouTube où j'ai ma chaîne. Que dire, moi j'ai commencé ça ça fait 2 ans, c'est 2020, moi 22, 21. J'ai commencé ça il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, juste parce que pendant la pandémie, plus de game, puis j'étais comme en manque total de jeux de rôle, puis là, j'écoutais du monde sur Internet dire que ça leur faisait du bien de jaser dans le char. Fait que je me suis dit, je vais faire ça moi aussi, puis voilà, je me ramasse invité par Philippe pour venir jouer ici. Je suis vraiment content, parce que j'étais un peu un Forever DM. Quand j'étais à la Maison de Jean, quand j'étais kid, il y avait un animateur qui arrêtait pas de parler d'une game qu'il faisait, d'un jeu obscur dont on n'a jamais connu le nom.
et qu'il déballait une charrette. Puis c'est un jeu où tu peux faire ce qu'il voulait. Puis je me demandais tellement ce que c'était. Et ça a pris des années. Genre, j'avais 20 ans, 24 ans. C'était en 2010, j'avais 24 ans, quand il y a un gars à qui on en a parlé qui m'a donné une clé USB. Il dit, tiens, t'en as un là-dessus, un jeu de même, c'est Donjon Dragon. Je dis, j'ai déjà entendu parler de ça. Et ainsi, j'ai eu en ma possession Donjon Dragon 4e édition, que j'ai roulé pendant des années, parce que j'avais jamais vu une game, il n'y avait pas d'actual play sur YouTube. Ou s'il y en avait, j'étais pas au courant. Fait que j'ai juste tout appris du mieux que je pouvais ma première game. J'avais la chienne comme un oral en 2e année. J'ai lu les livres, j'ai fait 150 000 erreurs la première game. Puis petit peu par petit peu, je me suis amélioré. Puis voilà, avec le temps, je me suis mis à jouer avec plein de monde. Puis maintenant, c'est ma passion numéro 1. Et au point de dire que je finis par en faire une chaîne sur Internet pour pouvoir en parler quand que je peux pas jouer assez souvent. Pas mal ça. Ben, merci beaucoup, Dave. Merci. Écoutez, tu sais, t'étais un petit peu hésitant, là. C'était la 4e édition, avec quasiment une voix genre de obscure et autres. C'est parce que moi, j'en ai des bons souvenirs. Je l'ai aimé, la 4e. Mais je connaissais rien d'autre. Tu sais, aujourd'hui, je connais un panoplie de jeux que je trippe, puis je reviendrai jamais sur la 4e. Mais moi, il y a des affaires de la 4e que je m'ennuie quand j'arrive avec la 5e. Ce que je peux... C'est sans partir sur un gros débat. Deux choses que je vais dire à propos de la 4e édition, c'est que elle est juste pas débarquée au bon moment. C'est dans l'état. Mettons qu'elle sortirait maintenant avec peut-être pas Donjon Dragon, ça fonctionnerait peut-être mieux. T'sais, le monde ont exploré plus des systèmes différents et autres. Mm-hmm. Et deuxièmement, c'est à la base un excellent jeu. Juste peut-être pas la représentation typique que les gens se font de Donjon Dragon. Ça aurait eu un autre nom. Puis je suis pas mal sûr que ça aurait jamais fait la tollée que ça a fait. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Et ensuite, nous avons la très chère Elisabeth qui se joint à nous avec le visage tout souriant. On t'entend souvent plus qu'on te voit. Ça fait plaisir de te voir. On m'entend souvent parce que... ok, je comprends, parce que je fais de la radio. Ben oui. Ben oui. Puis en plus, c'est drôle parce que je dis souvent que je fais de la radio parce que, justement, moi, j'aime pas ça, montrer ma face. Je trouve que je m'arrange pour de la radio aussi. Quand on a essayé de mettre des caméras à choc.ca, j'étais comme... non, là, il va falloir que je me force à m'habiller puis genre à me préparer parce que... j'haïs ça. Oui, effectivement. Donc, Elisabeth Simpson, petite histoire au-delà de vie professionnelle, je suis intervenante, j'ai travaillé dans plein d'organismes communautaires, mais ce qui nous intéresse plus, c'est les questions reliées à le loisir qui est Donjon Dragon. J'ai fait de la radio, oui, effectivement, depuis 2010, donc que je fais de la radio de façon amateur. J'ai été à Radio Centre-Ville, j'ai été à CISM, j'ai été à Choc.ca. Mes projets actuels sont beaucoup le podcast des Amazones, en ligne depuis 2016 à Choc.ca, donc une émission sur la culture geek féministe. On est une émission non mixte, où est-ce que toutes les personnes qui s'identifient femmes, queer, non-binaires sont les bienvenues. On n'accepte pas d'hommes cisgenres. Fait que, là, ça fait du bien de vous voir un peu, sinon je verrai jamais ça, des hommes cisgenres dans la vie. Mais non, c'est pas vrai, vous êtes partout. Vous pullulez l'environnement, mais bon, c'est pas grave. Sinon, mon autre projet depuis la pandémie aussi, avec, spoiler alert, une autre personne qui va parler plus tard, mais je vais le laisser se présenter. Je co-anime avec grande joie une émission sur les jeux de rôle à CISM. C'est une émission estivale et nous avons déjà 2 saisons derrière la cravate. Donc, des discussions. Puis, concernant Donjon Dragon, moi, j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon très, très, très jeune, en fait, vers 10 ans à peu près, que j'ai joué dans une campagne, là, plus, là. Mais mon père me faisait rouler CD20 quand il jouait à la 2e édition, je crois, à l'époque. J'ai toutes faites, donc la 2, la 3, la 3.5, la 4 et la 5. Et depuis quelques années, en fait, je découvre le plaisir de ne pas jouer à Donjon Dragon et de jouer à toutes les autres jeux de table qui sont tellement plus... qui apporte une très grande liberté, tout ça. Moi, je suis très dans le storytelling. Je suis aussi DM novice. Et plus le système est simple et moins il demande de préparation, mieux c'est.
parce que j'ai pas le temps, moi, d'envie d'écrire ça, des quests, mais d'improviser avec les gens, ça, j'adore ça, d'écrire cette histoire-là. Puis la 4e édition, là, juste parce que je pense on va faire le tour de la question, là. Moi, le problème que la 4e édition a réglé, c'est que je jouais avec des gens qui étaient tellement rigides psychologiquement que la 4e édition, il n'y avait aucune notion de problématique de... Non, la distance est calculée, là, les attaques of opportunity étaient comme claires et tout ça. Fait que ça a réglé des années de débats de gens qui étaient comme... Non, j'ai agi à telle place, à tel moment, j'aurais jamais pu l'atteindre, pourquoi... En tout cas, bref. Ça a réglé ça. Mais pourquoi faire ça quand tu pourrais faire un bon World of Darkness basé sur le storytelling? Mais bon. Ça pourrait devenir une petite tradition, ça, de début. Là. Fait juste lancer un mini débat ou quelque chose. Toujours lâcher l'édition 4. Tout le temps. Non, mais la question du jour, non. Ça va, pour nous réchauffer. Ensuite, justement, Louis-Philippe, qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Et on continue la chanson. Bonsoir, bonjour tout le monde. Premièrement, merci Philippe de l'invitation. Bonjour tout le monde. Très heureux de me joindre au groupe. Je m'appelle Louis-Philippe Ferland. Avant de faire, mettons, mon background de rôliste, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis guide animateur dans un musée. Donc, ça sort un petit peu de ce que tout le monde fait, en fait, toutes des affaires différentes, ça se complète. À part de ça, je ne vous ferai pas non plus tout mon CV parce que c'est gros comme le livre de DCC. Là. J'ai fait bien des affaires avant de me retrouver dans un musée. J'ai fait de l'improvisation pendant 15 ans. Donc, avant même de comprendre que ça pouvait m'intéresser faire des jeux de rôle, j'en faisais une forme qui était justement faire des sketchs avec des gens que je connais et des inconnus. Puis, c'est un de mes amis d'ailleurs qui, à 25 ans, a fait comme toi, tu triperais à faire Donjon Dragon, ce que j'avais. Jusqu'à maintenant, je me dis, ah, c'est nono. Et finalement, non. Je me suis laissé prendre au jeu et maintenant, c'est les jeux de rôle en général, c'est quelque chose que j'adore. Je co-anime aussi avec Elisabeth Simpson des discussions là, depuis 2 ans à CISM. J'ai aussi un podcast qui a parti dans la pandémie qui s'appelle Des vainqueurs et des vaincus. Donc, avec une gang d'amis improvisateurs qui aussi cherchaient des projets à faire pendant la pandémie. Puis moi, au contraire de Papa DM, c'est pas parce que j'avais pas de game, c'est parce que quand on est tombé en confinement, je me suis ramassé en bon Forever DM à rouler toutes les games que j'avais, qui d'habitude étaient à chaque mois et quelques. Puis ça faisait comme 3 semaines que je roulais des games tous les jours. J'ai fait là, à un moment donné, tant qu'à faire. Je pourrais peut-être en diffuser une parce que, tu sais, au nombre d'histoires qu'on raconte, il doit bien en avoir une qui va être un peu drôle. Et c'est de là qu'est né le projet. Donc, depuis, c'est ça, 2-3 ans, là, je carbure à toute vapeur dans le jeu de rôle. J'en ai essayé une grande panoplie à des discussions parce que le but, c'est de rencontrer des gens du milieu, mais aussi d'essayer des nouveaux jeux. Donc, j'ai joué là écoute, ma bibliothèque n'avait rien du tout et maintenant, elle déborde de tous les jeux OSR ou autres. Et je terminerai en disant. Et là, c'est ma partie éditoriale et en même temps un peu anecdotique. Je suis un grand fan du vrai jeu de rôle et je suis un pourfendeur du Meta Bacon on essaye en fait, la gang de Dévainqueurs, de partir cette expression-là au lieu de dire métagamer. C'est parti d'un lapsus d'un de nos joueurs qui m'a énormément fait rire. Donc, plus de vrais jeux de rôle, moins de Meta Bacon. Et c'est ça. Très content d'être là. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous 4 d'avoir accepté l'invitation aussi. Tu sais, c'est pas petit. Je veux dire, c'est comme genre, hey, participez à ce projet. Engagez-vous pour un moment. C'est pas juste une soirée, un one-shot ou autre. C'est, non, on va être là pour 12 épisodes. Peut-être 13. On sait pas. Ça va dépendre de notre désir et nos disponibilités. Ça dépend si je meurs vite. Ouais, c'est ça. Tu sais combien de saisons on va faire. Ça dépend si je meurs vite. C'est ça. Mais bon, c'est ma première aussi tentative pour une mini-série enregistrée autre. Et comme vous avez, mes invités ici, mes joueurs, ne l'ont pas vu, mais vous allez l'avoir et ils vont le voir aussi. J'ai essayé de faire des ajustements de son à Louis-Philippe, puis vous allez avoir eu 2 secondes de petits bugs techniques mineurs. Mais ça fait partie du show. Ben oui. Non, essaye-toi pas. C'est toi qui es muté. Je suis même pas muté, je faisais juste... Semblant, c'est ça, les simagrées. C'est correct. J'ai appris à te connaître quand on a fait Rogueland. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce premier épisode. Donc, je vous inviterai... Non, mais je veux dire, les présentations. C'est fini! Okay, c'est fini! présenter à la du gros prochaine. C'est ça. Tout ce qu'on a dit, c'est tout faux.
C'est Voilà. du RP. Vous savez pas, mais c'est inceptieux. C'est ce que vous avez vécu. C'est un jeu de rôle de personnes qui pensent qu'ils tournent une série de jeux de rôle. Ah, Tu sais, on c'est fait du, méta. on fait du LARP nordique. Mais non, je crois que pour un premier épisode, on a beaucoup discuté et que les gens ont hâte de voir la suite des choses. Et je vous invite donc à découvrir pour une première fois notre magnifique générique où que les 4 participants se sont laissés aller au jeu. Vous allez sûrement le remarquer, il y a une thématique sur nos petites binettes. Donc, je vous encourage à bien regarder et à vous laisser les commentaires sur est-ce que nous avons du style ou est-ce que vous êtes impressionné ou est-ce qu'on devrait prendre des cours d'acting de Frédéric. C'est à suivre, donc, au générique. Hey! On est de retour du générique. J'espère que ça vous a plu. Ça a été toute une aventure à créer. Puis je tiens encore une fois à remercier mes 4 participants d'avoir suivi le thème. Et je tiens surtout à remercier Dave qui a décidé que quand j'ai dit « faudrait voir nos petites vidéos, tout ça », puis il a dit « je vais faire un style Baywatch avec mes lunettes fumées et tout. » Puis ça a donné le ton. Ça a fait « ah oui, c'est magnifique. » Puis tout le monde a embarqué. Ouais. C'était optionnel. C'est excellent. C'était optionnel, mais les 4 ont décidé d'embarquer. Ah, bon. On est-tu prêt à se lancer officiellement? Allons-y. On se réchauffe nos muscles de roleplay. Et que ça fléote. Oh mon Dieu, que ça fliote. J'aurais pas pensé l'entendre, celle-là. Donc, je vais partir une petite musique et ça va être notre signal que nous allons rentrer en jeu. On commence avec tout de suite une situation où nous sommes dans le feu de l'action. Après tout, vous êtes des aventuriers. Certains d'entre vous ont eu un passé truand peut-être ou autre, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous unit. Non. Car nous avons après tout, je crois, Frédéric, Sir Hendrik Stadelgard. Exactement, Hendrik Stadelgard, pour vous servir. Un homme au passé tumultueux, mais que son honneur est tout pour lui. Accompagné de Seigneur Toki, Seigneur avec un A, c'est ça, Dave? Ouais, j'aime saigner les choses avec mes dents. Un gobelin qui en a vu de toutes les couleurs. Oui, mais surtout du rouge. Ainsi que Clarissa, tonnerre de la gloire, une naine impétueuse. Mon marteau sera pour fendre qu'il y a pour fendre. Ainsi que Hurlevent, Steep Cliff. Je me lance dans la bataille, lire en main et la note juste. Toujours aussi magnifique, avec la couette toujours au vent, n'est-ce pas? Et ça fait maintenant bientôt une semaine que vous avez voyagé pour vous rendre dans un lieu des plus légendaires, une crypte ancienne qui, selon les légendes locales, regorgerait de trésors enfouis
et surtout un livre des plus précieux. Un livre qui pourrait aider votre quête future, celle de connaître le nom véridique d'un des seigneurs du chaos. Et si vous dévoilez son nom, vous saurez la puissance de votre adversaire. Et ça fait, je vous dirais, quasiment 24 heures que vous allez dans les profondeurs, de plus en plus loin, plus creux dans la terre et les souterrains, dans ces terres ravagées par la désolation et la corruption. Affrontant, au début, je crois que pour vous des héros de votre trempe, squelettes, zombies et autres menaces étaient de quoi de très léger. Mais plus vous avancez à travers les niveaux et plus la difficulté semble monter d'une manière impressionnante. Face à l'adversité, comment est-ce que Seigneur Toki voit le défi devant lui? Est-ce qu'il prend le courage à l'intérieur de son passé? Est-ce qu'il a un totem? Comment il fait face à cette situation risquée et au fait que ça fait maintenant plus de 24 heures qu'il est sous terre? Ben, malgré la fatigue et le sang qui recouvre sans doute mon petit corps verdoyant, je crois que Toki, là, il est un peu tanné que les gobelins soient les méchants un peu partout, puis il a envie, lui, de faire partie de ces héros. Il a envie de redorer un peu l'image du gobelin ordinaire, puis il s'accroche à ça, la réputation goblinoïde, voilà. Et il va pas s'arrêter, jamais. Mais c'est sûr que quand il arrive en combat, son instinct de prédateur à coup de griffe, il ressort, là, puis là, il est prêt à tout arracher. Fait qu'en ce moment, sans doute que Toki, il est épuisé, mais il arrêtera pas. Il a mieux mourir en essayant. Ok. Puis Clarissa, tonnerre de la gloire, affronter des tels dangers à côté d'un elfe, un humain puis un gobelin, comment est-ce qu'elle ressent ça? C'est sûr que c'est pas les profondeurs Non. d'être dans les... C'est pas ça qui est stressant. T'sais, je pense que c'est l'accumulation psychologique, le fait d'être en hyper-vigilance constamment parce que les menaces arrivent de partout. Puis là, plus le stress augmente, plus la pression augmente, plus Clarissa se dit que son secret va se savoir, et c'est-à-dire qu'elle ne sait pas lire et qu'elle ne pourra pas utiliser le livre qu'on va trouver. C'est un saut de la foi, ça. Il faut avoir confiance en ses camarades. Et justement, est-ce que Sir Hendrik Stadelgard, toi qui as un honneur assez intact malgré ton passé plus tumultueux et trouble, est-ce que tu fais confiance à tes camarades face à une situation qui pourrait être la vie et la mort à tout moment? Eh bien, avec les diverses épreuves qu'on a vécues jusqu'à présent, je pense que j'ai réussi enfin à avoir pleine confiance en mes camarades. Je me retourne vers Toki, le vois se secouer et être prêt à continuer. Je sens chez Clarissa qu'elle donne tout ce qu'elle peut. Et puis, je me retourne vers Hurlevent et, encore une fois, ses cheveux volant avec les 12 effluves des grottes et des souterrains. J'aspire à ce qu'ensemble, on soit capable d'affronter ces grands dangers-là. Je me gonfle d'énergie par cette présence-là que je sens de plus en plus être des frères et des sœurs de combat. Des frères et des sœurs dans la bataille et dans l'adversité. Donc, oui, je suis devant, mais je me sens supporté par tout le monde. Un groupe qui commence à se souder et ces épreuves qui sont encore face à lui va probablement créer des souvenirs qui se rappelleront pendant longtemps et peut-être même des contes et des légendes qui seront racontés pendant des générations. Et ces contes et légendes seront peut-être même racontés par Hurlevent Steve Cliff avec sa longue longévité, justement. Comment est-ce qu'il se ressent là, face à cette noirceur, cette pénombre, la saleté? T'sais, les morts vivants, ça pue, c'est sûr. Mais Hurlevent, c'était quelqu'un qui était plus des grands airs et des grandes villes et des grandes cités, des grandes légendes. Comment est-ce qu'il vit ça, la création de sa propre légende, mais à la dure?
C'est sûr, je ne cacherai pas à personne que la situation est tendue comme une corde de mi aiguë. C'est difficile en plus d'accorder son instrument dans l'humidité des grottes et avec tous ces combats, j'ai même pas le temps là, de me réaccorder. J'espère que j'aurai le temps de composer au moins une ode épique sur ce qui se passe parce que j'ai du matériel qui m'est fourni par mes camarades. Ils ne le savent pas, mais nos aventures, en plus de nous apporter richesse et gloire, m'apportent la joie de la création. Oh, wow. Un groupe qui a énormément de potentiel. Donc, on va débuter tout cela, après cette petite prémisse-là, avec vous, qui se tenez devant une grande porte, bardassée de fer, de bois, et surtout d'ossements sinistres, d'étoiles du chaos, et surtout une odeur de mort. Qui ose s'approcher en premier de cette grande porte qui vous amène possiblement, soit plus profondément dans cette crypte, peut-être même devant le maître des lieux? Bien, étant justement à l'avant du groupe, je me retourne vers mes comparses, dégaine mon épée pour une énième fois, encore une fois fait couler l'alcool des ancêtres sur la lame. Je leur dis, en les regardant chacun dans les yeux, encore une fois, mes chers comparses, c'est face à l'adversité que nous pourrons faire grandir l'histoire qui deviendra celle des générations futures. Suivez-moi encore, et je vous promets richesse, gloire et ode épique. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Ah! Nous sommes avec vous, messire! Eh bien, alors je me retourne dans un cri. Ah, à la charge! Et dans un fracas, je défonce la porte. Donc, Sire, regarde, tu défonces la porte violemment avec ton pied. Tu vois devant toi les pénombres, les ténèbres, une fumée noirâtre, des torches qui s'illuminent doucement, une après l'autre, menant vers peut-être au loin ce qui semble être une espalade ou un trône. Tu dégaines ta lame, tu regardes et tout ce que tu entends, c'est un grand rire, sinistre, profond. Et soudainement, toutes les lumières s'éteignent. Et nous allons bien loin de cette crypte aux aventures légendaires. Que se passera-t-il avec ces 4 grands héros? Eh bien, ce n'est pas ce que nous allons découvrir lors de cet épisode. Car, malheureusement, nous sommes bien loin, ou pas, qui sait, de ce lieu des plus dangereux. Nous sommes dans le petit village de Rélig, un village paisible, loin de tout. Les gens y vivent paisiblement et travaillent ensemble en communauté. Effectivement, il y a peu que de nouveaux habitants à Rélig. La population est fortement issue des lignées sanguines précédentes et des générations qui travaillent ensemble conjointement. Les rares exceptions sont des voyageurs venant de se faire oublier du reste du monde et qui viennent rejoindre la population pour ne jamais y partir parce qu'il fait bon vivre à Rélig. L'endroit est presque idyllique, si ce n'était du large et mystérieux cimetière à l'orée du village. Ce lieu est la sépulture d'anciens héros, combattants et nobles ayant défendu un pays dorénavant inexistant contre les forces du chaos. Il en émane un étrange sentiment de piété et en même temps de mysticisme. Le devoir de la population du village est d'entretenir ces lieux mythiques. Ainsi, Rélig semble jouir d'une température toujours clémente, des récoltes abondantes et presque aucune maladie, à part le petit rhume du coin et le bébé qui fait ses dents. Tous les 10 ans, par contre, une loterie a lieu pour déterminer les prochains responsables de l'entretien du cimetière de Rélig, ainsi que l'entretien des tombes et autres, et des peut-être du mystère qui l'habite. En échange, bénédiction, gloire et paix et calme baignent cet endroit. Parce que l'endroit possède des richesses naturelles abondantes, mais jamais aucune guilde marchande influente ne tenta de s'emparer de ce village. Et côté marchand, le village n'est pas à 100% autonome.
À chaque 3 mois, une caravane marchande passe au village, toujours la même, qui récolte les surplus, vend ses biens et repart. L'argent n'a que peu de valeur dans cette communauté, mais quand même, on sait que quelques shillings et quelques piécettes servent toujours lorsque le marchand vient. Alors la richesse n'est pas vraiment un rêve idyllique pour la population locale, c'est plus un mal nécessaire. Sachant que les biens que la population ne peut produire doivent être achetés. Et que les marchands qui ne vivent pas le rêve comme vous, eux ont besoin d'argent. Donc il fait bon vivre et surtout aussi se faire oublier à Rayleigh. Même si un criminel notoire venait à venir s'installer parmi la population, personne n'en ferait de cas. À Rayleigh, tous ceux qui participent au travail honnête du village sont accueillis à bras ouverts et personne ne veut en repartir tellement ils s'y sentent accueillis, bien et surtout à quel point il est facile d'y vivre. Car à Rayleigh, il y fait toujours bon vivre et il n'y a que la calme, la paix et ce lien que vous entretenez à tous les moments avec la nature. La nature vous donne, vous redonnez en échange, aucun abus, tout va toujours bien. À quelques exceptions près. Il y a toujours un petit rebelle dans le lot. Et en cette magnifique journée, il y a justement une grande foire commerciale qui a lieu. Le fameux marchand est en ville, ou plutôt la caravane marchande. Et avec lui est venue nouvelles des terres extérieures, nouvelles qui sont pour la plupart d'entre vous peut-être des platitudes ou juste des moyens d'avoir des nouveaux comptes à rajouter ou autre. Et alors que tout le village se rassemble face à cette fête, parce que oui, c'est une foire commerciale, mais il y a également des attractions. C'est le temps de festivité en même temps quand la caravane vient. Des petits jeux d'adresse, de boissons. Il y a des tables qui sont installées pour des petits jeux de société. Les gens discutent. C'est une manière aussi de faire des pique-niques et autres. Et j'aimerais qu'on profite de ce grand rassemblement pour présenter vos villageois que vous allez interpréter ce soir. En commençant par notre ami Louis-Philippe, qui fait partie de ton petit groupe. Tout le monde ou mon de départ? Ton trio. Mon trio, d'accord. Alors, mon trio est composé tout d'abord de Slur. Slur, qui est un petit gobelin qui a grandi élevé par, en fait, un petit groupe de gobelins en périphérie. Il avait commencé une carrière comme briseur de pouces, qui est une occupation notable chez les gobelins, parce que tout le monde sait que quand on a des dettes et qu'on n'est pas capable de payer, ça prend ces personnes-là qui viennent rétablir la justice. Donc Slur a un peu par contre divergé de son groupe de gobelins. Il est maintenant à Rayleigh, espérant trouver autre chose à faire, mais en même temps mettre à bon escient ses aptitudes. Il y a aussi dans mon groupe un elfe qui vient de loin, qui s'est arrêté à Rayleigh, impressionné par la beauté de la chose, et qui s'est dit qu'il pourrait perfectionner ses sorts parce qu'il est apprenti sorcier. Donc il étudie la magie, très patient, sachant très bien que sa longévité est supérieure à la majorité des gens. Donc il va très mollo. Il s'appelle Sedan Yelsan. Donc toujours dans la méditation. Son animal totem est la grue, vous comprendrez. Et mon dernier personnage, quant à lui, est un messager cadet. Donc, il se spécialise dans les lettres apportées, mais sur de courtes distances. Parce que c'est comme ça que ça marche chez les nains. Plus tu es haut dans la hiérarchie des messagers, plus tu fais des voyages pour aller porter des lettres loin. Donc, lui, il fait, là, il sort pas du quartier, mais il est très efficace. Il s'appelle Garbure Purlingo. Et Garbure Purlingo, donc, a brisé de la tradition naine là, de vivre dans les montagnes et reclus. Il n'y a pas non plus énormément de messages que les nains se font. Ils sont très bons pour juste se rendre sur place et faire leur message eux-mêmes. Mais Garbure, ayant l'appel de la poste, s'est rendu à Rayleigh où il y a un petit peu plus de correspondance quand même. Donc voilà pour mon trio original. Et on peut déjà peut-être leur dire adieu parce que semble-t-il que ce sera pas facile. Pour faire une belle transition, Dave, je crois que parmi tes villageois,
tu vois un certain messager, toi aussi. Peut-être un rival, qui sait, dans l'acheminement de lettres et de messages. Burki, un jeune gobelin que, vraiment, lui, il est arrivé là très jeune et je pense qu'il a été inspiré de voir ces hommes-là qui marchaient pour distribuer des messages. Très rapidement, il s'est dit, c'est ce que je vais faire. Donc, il a commencé à suivre le facteur de la place, subtilement, pour apprendre un peu les tricks, pour un jour, à son tour, peut-être devenir messager, et peut-être même pouvoir, qui sait, quitter le village afin d'apporter des messages à d'autres cochons, à d'autres gens, plus loin dans la forêt. On verra bien. Peut-être qu'il y a une rivalité, je sais pas. On verra, là, qui c'est qui roule le plus vite à d'autres cochons. Et Sinon, oui, c'est ça, t'as aussi oui? deux autres petits Ben oui, camarades. deux autres. Donc, j'ai Toum. Toum, qui est un conman, on a dit comment en français? Arnaqueur. Arnaqueur. Un petit arnaqueur que lui, il s'est dit, ah, les gens ici, ils doivent s'ennuyer, c'est un petit village. Donc, il s'est installé dans le but peut-être de créer des petits jeux de cartes. Tu sais, mais les gens ne savent pas, mais il y a plus d'un tour dans sa trop grande manche. Le petit Toum. Et mon dernier personnage, toujours un gobelin. Que, si je peux jouer un gobelin, je vais le faire. Donc, il s'appelle Tigili. Tigili, c'est un tomb robber, un pierre de tombe. Voilà, la traduction n'arrive pas tout de suite. Et lui, c'est juste qu'il y a il y a quelque chose à quelque part, un moment donné, qu'il a peut-être mal compris, mais il sait qu'il y a quelque chose de sacré autour des tombes. Puis il a peur de pogner une malédiction, quelque chose. Fait que lui, pour être protégé, quand il ouvre une tombe, la première chose qu'il va faire, c'est des tigilis. Question de faire rire un peu la personne qui est là. Puis pendant qu'elle rit, là, il se sent lousse de pouvoir piquer les bijoux et autres richesses en se disant que il a fait son bout, il devrait être protégé. Voilà, c'était mon trio verdoyant. Ton trio verdoyant. Et on va passer maintenant à Elisabeth. Je crois que tu as une thématique pour ton trio de villageoises. Ben, en fait, oui. Je suis partie de l'idée que les personnages pourraient être toutes, non seulement de la même famille, mais littéralement partager tout ensemble. Donc, c'est-à-dire leur nom de famille, leurs initiales, leur date de naissance. Donc, on est devant, en fait, les sœurs Philippe. Et combien y en a-t-il? Dieu seul le sait. Mais aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Nous avons premièrement... en fait, pour vous faire la petite histoire des sœurs Philippe, donc les sœurs Philippe sont nées d'une famille bien aimante, de parents aventuriers, qui sont donc allés à l'aventure pour ramener gloire et richesse et ne sont pas revenus. Qu'est-il arrivé aux parents des sœurs Philippe? Dieu seul le sait, mais elles ont toutes donc eu des parcours fort différents, mais à la manière des sœurs dans l'attrape-parents. Elles se sont toutes retrouvées à Religue pour vivre donc leur best life, comme on dit en bon fléausien. On a donc, premièrement, Phoebe Philippe. Phoebe Philippe, ça, c'est l'intellectuel de la gang qui a été recueilli dans un couvent et qui a appris les petites bases, donc, de la chirurgie de terrain, là. Vraiment, c'est quelqu'un qui va peut-être vous raccommoder avec les moyens du bord. Ça va pas cicatriser très bien, mais vous allez pas mourir. Donc, on a donc Phoebe Philippe, la brain. On continue avec Patricia Philippe. Elle, c'est la subtile, quand même un peu distinguée, qui s'est fait en fait reconnaître pour ses talents d'agilité et qui a trouvé métier dans les bergeries et donc s'occupe des moutons et aime bien faire sa petite affaire, là. C'est la petite subtile du groupe. Et pour terminer, nous avons Parménide
Philippe, celle qui a le nom le plus désagréable et aussi la personne qui est la plus... qui a dû se bâtir une carapace plus grande, voyez-vous, parce qu'ayant grandi dans les rues, Parménide avait besoin donc de se protéger. Déjà, t'es dans les rues, les gens rient de ton nom, tu sais, un moment donné, là, comme, faut que tu te crées une carapace. C'est devenu une toffe. Parménide, là, c'est celle qui va péter des gueules dans les Sœurs Philippe. C'est donc pas pour rien que, de par ses qualités de grande bagarreur, on l'a recueilli chez les gardes du corps. Et elle tente donc elle est en ce moment elle est en ce moment garde du corps débutante, donc pour s'occuper un peu de la santé et de s'assurer que tout le monde soit sain et sauf au village. Merci beaucoup. D'ailleurs, Parménide, doit probablement se poser des questions sur pourquoi la caravane marchande ne l'embauche jamais pour faire leur halte. À date, ça, avant de descendre, je vais saisir la balle au bon parce que toi, ton métier a beaucoup de rapport avec l'extérieur du village. Tu sais, tu fais bon y vivre, mais à date, tes principaux clients sont toutes des personnes du village. Et principalement, sa chef, Maria Calarim, que je vais présenter un peu plus tard. Et nous avons finalement, dans ce quatuor de trio, qui sont tes villageois, Frédéric? Eh bien, on a d'abord Zoka Jablou, qui est une petite gobeline qui travaille en fait depuis bon nombre d'années pour le mage de la région. Et donc, elle travaille justement à la propreté des lieux, mais surtout, elle a bonne garde des ingrédients alchimiques et des sorts et tout ça. Elle est attrapeuse de rats novice. En fait, elle compte bien continuer à monter des échelons, mais pour l'instant, il faut simplement qu'elle soit capable de ne pas avoir la tête qui enfle quand elle est atteinte de diphtérie, parce qu'à force de travailler avec les petites coquerelles, les rats, elle pogne des maladies, mais elle commence à s'immuniser contre ça. Quand elle va arriver à cet état-là, elle pourra devenir apprentie. Mais là, elle est novice. Et elle se dirige d'ailleurs vers le village parce que quelqu'un est venu... donc son maître l'a envoyé pour guider quelqu'un vers le village. Là. Donc elle est en route pour aller vers la foire. Mais est-ce que les villageois vont... parce que son maître est pas très aimé du village et tout ça. Donc c'est un énergumène, puis il l'associe beaucoup à Zoka. Ce qui la rend très triste parce que c'est difficile pour elle d'aller au village. Tout le monde la regarde un peu croche. Puis tout ça. Mais là, elle s'en va avec quelqu'un. Elle est bien contente d'aider son maître. Il y a aussi... quand elle arrive au village, elle croise la forge et on voit donc un elfe qui est à côté sur une des poutres, un cure-dent dans la bouche, une frange de cheveux devant le visage. Il s'agit de Dinaltaïr Astalei. Il est là depuis quelques temps seulement. Il est devenu apprenti du forgeron. Il est arrivé un peu de nulle part pendant il y a quelques temps déjà. Les rumeurs disent qu'il en fait serait un cambrioleur, un apprenti cambrioleur dont le dernier coup aurait foiré, puis il est venu ici se réfugier quelque temps au village pour laisser tomber la poussière. Alors, voilà. Mais en fait, Dinaltaïr est effectivement un cambrioleur apprenti. Il a passé sa vie à l'entraînement pour devenir archer dans une troupe d'élite d'archers et tout ça. Ça n'a pas fonctionné, mais il s'est recyclé avec sa dextérité pour devenir un cambrioleur. Et finalement, arrive derrière lui un petit nain trapu du nom de Gruli Kergazak. Gruli, en fait, a vécu pratiquement toute sa vie dans cette même forge, mais lui, ça le lassait, forge. Alors, tranquillement, il s'est accoquiné avec des contrebandiers qui font affaire avec la caravane qui vient une fois de temps en temps. Donc, Gruli Kergazak est aussi un aspirant contrebandier. Alors, il regarde justement la caravane, les personnes qui s'installent et tout ça, fait des petits hochements de tête à quelques-uns pour dire « Ouais, bientôt, je viendrai faire affaire avec vous. J'ai de la coutellerie argentée qui pourrait vous intéresser. » Voilà. Excellent. Donc, autour de vous, vous voyez, justement, il y a une petite table installée avec un gobelin qui fait des jeux de cartes.
sais, la bonne vieille a trouvé la bonne carte, puis il mélange les cartes, tu sais, genre, trouver l'as de cœur à travers le trio, puis les gens ont vraiment beaucoup de difficultés à gagner. Une fois de temps en temps, il y a un autre gobelin qui gagne. C'est bizarre. T'sais. Fait que le monde y croit que on a peut-être une chance. On est peut-être juste pas assez vite sur le regard. Des petits jeux ici et là. Vous voyez, entre autres, au village, il y a plusieurs personnes qui sont un peu plus reconnues, si on peut dire ainsi. Il y a entre autres Clara, l'herboriste, qui est une vieille femme aux cheveux blonds cendrés, aux yeux perçants. Vous savez qu'elle a consacré sa vie à étudier les plantes et les herbes et surtout à étudier les propriétés curatives pour soigner les maladies, les rares qu'il y a, et les blessures. Elle habite dans un petit cottage en dehors du village, tout en restant proche, où elle cultive ses propres plantes médicinales. Vous savez que beaucoup de gens vont généralement la voir pour sa sagesse et ses remèdes, puis des fois, même peut-être certains d'entre vous sont allés la voir pour demander conseil. Puis elle se promène, puis elle distribue sa dernière récolte de menthe qu'elle utilise des fois pour certains remèdes, mais là, c'est plus afin de changer le goût de certains mets, peut-être, que certains essayent de préparer. Qui dit foire, dit aussi peut-être des aliments qui sortent de vos goûts personnels ou vos papilles qui n'ont pas, selon le dire du cuisinier, les papilles suffisamment développées pour vraiment apprécier le mets. C'est clair que c'est vous le problème, pas le cuisinier. Elle distribue ça un peu ici et là. Elle vous donne quelques petites herbes. Comparativement aux autres qui ont comme plus comme des étals ou autres, elle se promène un peu à gauche et à droite, puis elle vous fait un petit hochement de la tête à chacun. Elle va donner le dernier poison à rat à notre petite gobeline Kulig. Zoka, pardon. Zoka, oui, elle donne un petit peu un dernier poison à rat, mais totalement naturel. Il n'y a pas d'alchimie là-dedans. Elle dit oui, Zoka, je crois que vous représentez Armand le sorcier. Si me souviens bien. Effectivement, merci. C'est exactement le cas. Je suis au service d'Armand le sorcier, oui. Bien, donnez-y ça aussi. Puis là, tu vois qu'elle te donne des flacons que tu sais pas c'est quoi. Tu n'as jamais vu ça là, de ta vie. Puis elle dit, allez lui porter ça aussi quand vous aurez le temps. Il m'a fait une petite commande. Eh bien, de faire ce qu'il faut, mais soyez-en assurés, tout ira bien. Les messagers, vous êtes demandés par la chef du village, Maria Calarem, pour le bienfait de nos spectateurs. Maria Calarem est une très jeune femme qui est à peine sortie de l'adolescence. Dans le village, elle a une réputation d'être une personne charismatique et sage qui semble parfois même transcender son âge. Elle a le visage basané, les cheveux de couleur paille, quelque peu éméchés. Elle travaille dans les champs, elle travaille avec vous. Elle n'est pas quelqu'un qui vit dans une tour d'ivoire. Le précédent chef du village, Herménégilde, lui a octroyé son titre suite à un vote de la population locale, à savoir s'il devait passer le flambeau ou non. Un vote qui fut surprenamment... Herménégilde a été là pendant peut-être 20-25 ans, chef du village. Le vote fut pas unanime, mais pas loin. Il y avait très peu d'opposition. Et il passa le flambeau à Maria Calarem, qui avait un talent inné pour ce genre de choses-là. Et malheureusement, après avoir passé le flambeau, il mourra 2 mois plus tard en chutant dans ses escaliers. Un accident stupide où une des lattes céda sous son poids. La rumeur, ou plutôt la légende locale, dit que sa malchance légendaire le rattrapait enfin. Semble-t-il qu'au courant des années, il lui arrivait toujours des petits malheurs ici, rien de jamais grave, mais c'était le gars que, quand il traversait la rue, on l'aimait beaucoup pour ses talents de chef du village, puis il aidait, il voulait faire ce qu'il veut, mais les échelles tombaient autour de lui. Les chats criaient après lui, les fers à cheval ils tombaient sur la tête, peu importe. Il arrivait toujours quelque chose, ça faisait bien rire le village. Mais cette fois-ci, sa malchance tourna contre lui et lui coûta la vie. Rip Herménégilde, rip.
je sais pas comment vous le voyez, vos personnages, mais vous savez qu'il y a certains citoyens qui ont fait une belle petite plaque commémorative proche d'un des plus grands anciens arbres du village, parce que c'était un des chefs du village qui est resté le plus longtemps en fonction, qui était quand même apprécié, mais les gens avaient besoin de nouveau, tu sais, de sang neuf, d'une flamme de jeunesse pour permettre à Relique de rester la même. Parce que les chefs du village sont pas des gens qui vont brasser la soupe vraiment beaucoup. Parce que à Relique, il fait bon vivre et la tradition est importante. Et Parce si que- on brasse trop la soupe, ça va changer le mets, puis le cuisinier va dire que nos papilles sont pas bien ajustées. Exactement. Quelqu'un qui apprend. Les messagers, vous êtes appelés par Maria Calarem parce qu'elle veut vous remettre justement des petites enveloppes à distribuer à quelques personnes du village. C'est des enveloppes que, si vous savez, ça vous arrive à chaque fois, si vous savez que ces personnes-là sont convoquées pour une petite réunion pour déterminer les tâches à venir dans les mois jusqu'à la prochaine caravane. Généralement, c'est, mettons... notre amie la bergère, j'essaie de me rappeler, on avait... Patricia. Ouais, Patricia, par exemple, tu reçois une de ces enveloppes-là. C'est la commande pour dire faudrait obtenir tant de l'eau de laine. C'est les objectifs pour les 3 mois à venir pour que le village continue à être autosuffisant le plus possible. Et qu'il est mentionné, t'as comme un petit formulaire, puis à la fin, c'est marqué tout excédent, tu sais, les noter ici, puis ça va être envoyé à la caravane marchande dans 3. Ça redistribue les tâches ici pour que les gens, après ça, aujourd'hui, on s'amuse, demain, on recommence à travailler. Et aussi, ça, c'est quelque chose que vous avez vu. Probablement la majorité d'entre vous, vu que vous êtes des externes et pas des personnes qui sont nées là, vous avez probablement jamais vu. Et vous comprenez peut-être pas la tradition. S'il y a des plus vieux d'entre vous, est-ce que vous jugez que vous avez une personne qui est soit née à Relique ou qui est là depuis de nombreuses années? Ben, moi, je pense que Gruli Kargazak, bien que nain, il est né à Relique. Je sais pas si c'est cosmopolite Oui, c'est l'endroit, là, cosmopolite. mais... OK. Mais donc, cosmopolite. Gruli, lui, Kargazak, est là depuis sa naissance. Là. OK. Parfait. Grully, tu remarques quelque chose qui arrive pas souvent, mais qui doit être fait. Tu vois justement le gobelin et le nain messager qui se promènent un peu partout et qui remettent une petite pierre avec des couleurs soit bleues, blanches, puis ils remettent ça à chaque villageois. Puis il faut qu'ils pigent au hasard. Ils donnent ça à tout le monde. Puis il y a comme ils ont chacun un gros show, une grosse sodière. Puis ils donnent ça à tout le monde. Puis ils trouvent ça bien drôle. Puis ceux qui sont peut-être plusieurs d'entre vous qui savent pas trop à quoi ça sert, vous trouvez ça juste, c'est cocasse. Tout. Mais vos ordres, messieurs les messagers, c'est qu'il faut absolument que ces personnes conservent leur pierre jusqu'à la fin du festival. Jusqu'à la fin de la foire. C'est très important. Ils ne doivent pas la perdre. Grilly, toi, tu sais ce que ça veut dire. Tu l'as déjà vu. C'est l'heure du cycle du renouveau. C'est qu'à la fin de la foire commerciale, de celle-ci, ça va faire déjà 10 ans qu'une grande quantité de villageois sont allés au cimetière pour le prendre à leur charge. Car à tous les 10 ans, une pléthore de villageois sont envoyés dans le cimetière afin de l'entretenir, s'occuper des tombes, s'assurer que les runes anciennes, les gravures sont bien entretenues, que l'herbe est bien coupée, que tout est nettoyé, qu'il n'y a pas de bêtes envahissantes, de créatures de fossoyeurs, de bêtes fossoyeurs et autres. Et ils y vivent presque pendant les 10 années. Car le cimetière, peu de villageois ont de raison de s'y rendre. Mais la rumeur de ceux qui en reviennent dit que le cimetière est vraiment impressionnant dans sa dimension. Vous connaissez l'histoire comme quoi que cet endroit est un lieu de sépulture de héros, de combattants, de nobles, qui autrefois appartenait à un royaume qui est maintenant complètement disparu et qui tuèrent, vainquirent et
et pourchassèrent des seigneurs du chaos jusque par-delà les montagnes. Car de nos jours, les entités chaotiques et les seigneurs du chaos ont été repoussés très loin d'une chaîne de montagnes et ils ne revinrent plus vraiment. Tu sais, quelquefois, vous avez entendu par les caravanes marchandes qui disent il y a des créatures du chaos qui ont été mais jamais à Rayleigh. Et la tradition et la légende locale dit que tant et aussi longtemps que le cimetière de ces héros qui ont sacrifié leur vie et même peut-être leur royaume, parce que ce royaume-là n'existe plus, est bien entretenu, Rayleigh jouira de la paix éternelle. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice de 10 années pour quelques villageois en échange des produits abondants du village, de la paix, de la prospérité, du manque de maladies, à part des maladies bénignes? C'est quelque chose que tous les gens qui habitent Rayleigh sont prêts à faire, et mais cela, afin d'être juste et équitable, c'est une loterie. Comme ça, il n'y a pas de genre, on va s'arranger pour que ce soit le voisin qu'on n'aime pas. Non, c'est à chaque année, à chaque 10 ans, il y a cette loterie. Et les précédents ne sont pas encore revenus. Fait que c'est pour ça que les gens s'y attendaient pas. Habituellement, ils attendent le retour, mais là, semble-t-il qu'il y a... Toi, Gulli, tu dis, c'est logique, la relève va arriver, puis eux vont revenir. Puis, il y a quelques vétérans qui sont encore là de l'autre 10 ans, qui disent que c'est une expérience qui change leur vie, que c'est un lieu de transcendance, que les 10 ans ont passé vraiment vite. Parce que c'est un endroit où, justement, le mysticisme et la piété semblent régner. Et tous et toutes se donnent cœur et âme à cette tâche, car ils savent que c'est pour le bien du village et le bien de leur famille, même si parfois c'est peut-être une mère ou un père de famille avec un jeune enfant qui doit quitter. Ils savent que, certes, ils verront pas leur famille pendant 10 ans, mais en échange, ils savent que cette famille-là est à l'abri. Quelques-uns qui ont vécu la misère, la famine et autres trouvent que c'est quelque chose de très acceptable. Ceux qui sont externes, vous commencez à entendre la rumeur parce que, tu sais, à un moment donné, à force de dire ma pierre, puis les gens commencent à en parler. Comment est-ce que vous croyez que globalement, votre petit regroupement, sans dire tout en détail comment chacun se ressent, comment, mettons, Elisabeth, la famille Philippe, les sœurs Pépé, ressentent ou est-ce qu'ils sont angoissés, est-ce qu'ils sont excités, comment ils ressentent cette tradition-là? Je pense que Parménide et Patricia font comme bien, sympathique, pourquoi pas? Ok, whatever. Mais je suis pas mal sûre que Phoebe, la petite fille de la gang, son premier réflexe, ça serait de regarder la couleur de ce qu'elle a, puis d'aller comparer avec les pierres des autres, puis de voir comme, est-ce que moi, ma pierre, elle ressort souvent? Tu sais, est-ce que justement, je vois beaucoup de pierres blanches, puis une pierre bleue dans mes mains, ça serait étrange, ou le contraire. Mm-hmm. Puis peut-être même, elle se dirigerait vers chez ses sœurs pour voir quelle couleur elles ont attrapées. Donc, c'est probablement ça la réaction. C'est la première, plus précise, là. Sa première réaction à elle. OK. Allons-y. Ouais. On va y aller avec un premier jet de la soirée. J'aimerais que tu me brasses un jet de charisme. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système de Fléau, c'est un système un peu inspiré du Black Hack et ainsi de suite. On a une statistique, il faut rouler un des 20 en dessous de la valeur de notre statistique. Alors, c'est un succès. Donc, c'est pour ma petite futée, là, tu veux que je roule un jet de charisme? C'est celle qui essaie d'interroger, puis de parler, puis d'avoir de plus d'informations de tout le monde. Allons-y avec un premier jet. Donc, ma statistique de charisme étant à 11, que vais-je rouler? Oh! Quand même, c'est bon, 11. J'ai roulé un 8. J'ai quand même des bonnes stats en général. Donc, j'ai roulé un 8. On souhaite que ce soit elle qui reste. Si jamais il arrive malheur. Donc, c'est un succès. C'est Parménide, c'est ça?
Non, c'est Phoebe, la petite Ok, fille. Phoebe, pardon. Donc, Phoebe commence à faire le tour, puis elle commence à interroger les gens. Entre autres, probablement même Grully, qui pose 2-3 questions par rapport à la tradition, pardon, dis-je. Et elle commence à poser. Puis les gens, ils répondent, disent, des couleurs, il n'y a pas nécessairement de couleurs qui reviennent plus que d'autres, mais tu sais qu'il y a 10 colorations différentes, puis qu'à chaque tirage, ça change, parce que ça prend quand même du temps à recueillir suffisamment de pierres de couleurs identiques pour la population complète. Cette année, apparemment, les couleurs sont noires ou un charbon. Il y a des pierres qui ont été trouvées. La majorité, c'est des couleurs naturelles. Quelques-uns sont peut-être peintes pour compléter le lot, mais ils ont été capables de trouver quand même des sédiments et des roches sédentaires et autres pour trouver de la coloration. Il y a jaune, rouge, bleuté, il y a vert. T'as brun, t'as gris, t'as blanc. Puis t'avais aussi une espèce de couleur marron. Puis un couleur qui est très cramoisie. Puis Phoebe, elle se rend compte que c'est une pierre d'une couleur N. Toutes les cramoisies sont peintes. Et c'est cette couleur-là qu'elle possède. Puis futée comme elle va voir ses sœurs. Puis bonne chance, malchance, destin, les alignements astrales, etc. Elles ont toutes une pierre cramoisie. Bon. Je leur fais part que peu importe ce que cette pierre veut dire, on va probablement se suivre dans une peut-être aventure. Je vais pas ramener des comme je m'en fous là, comme whatever. J'irai, on se demande. OK. Ensuite, Patricia est comme oh les nuages. Dave, comment est-ce que ton petit trio de gobelins réagit à cette tradition, ce tirage? Il voit ça un peu comme une occasion de se prêter vraiment aux coutumes locales, là, qu'ils ont vraiment envie de s'imprégner de ça pour être de plus en plus acceptés là, au sein d'une population qui ne sont pas nécessairement... peut-être que les plus vieux ou certaines personnes pensent encore que les gobelins, c'est juste des petits méchants qui vont voler puis attaquer. Fait qu'eux autres, ils voient ça comme... Ce serait l'occasion de prouver qu'ils sont vraiment là pour faire partie de la population puis pas nécessairement juste foutre le trouble. Malgré le fait qu'il y en a un qui joue aux cartes louches, là, puis que l'autre aime ça. Bon, ouais, ils ont quand même un bon fond, malgré les vieilles habitudes qui persistent. Là. Puis je pense que pour eux autres, gagner, ce serait l'occasion de prouver qu'ils veulent vraiment s'intégrer. Puis en même temps, ils croient pas. Là. Tout le monde a des roches, là, puis on verra bien, mais bon, la chance n'est pas tellement de notre côté d'habitude dans la vie. C'est bon. Merci beaucoup. Frédéric, toi, comment est-ce que tu crois que ton... surtout plus Zoka et Dinaltaïr, comment est-ce qu'ils réagissent? Même peut-être aussi Grully, tu sais. Peut-être qu'ils n'aiment pas ça aussi, cette tradition-là. Peut-être qu'ils trouvent ça, au contraire, c'est excellent. Peut-être, comment est-ce que ton trio... En fait, Grully, déjà, quand il a remarqué que les pierres avaient commencé à être distribuées, il a donné un coup de coude à Dinaltaïr pour lui dire que écoute, ça fait déjà 10 ans, il avait déjà parlé de ce qui s'était passé, tout ça. Je pensais pas que c'était déjà arrivé si vite. Puis il commence à vouloir se cacher en quelque sorte, là. Puis Dinaltaïr remarque déjà qu'il se sent pas bien par rapport à ça. Mais entre-temps, un messager est passé, il a remis une pierre, puis tout de suite, Dinaltaïr, il a fait venir Grully, puis il a fait aller. Puis là, ils en ont donné une à lui. Oh non! Puis là, il était comme déçu d'avoir une pierre. Dinaltaïr, lui, il est plutôt amusé par cette affaire-là. On verra bien ce qui va se passer. Mais il est pas... ça fait pas longtemps qu'il est là. Il se dit, au pire, je ferais juste partir. Je vais voir ce que c'est. Puis je partirai s'il faut. Et il n'y a pas vraiment d'attachement. Puis Zoka, elle, dès que quelqu'un peut lui donner un petit brin d'attention, puis qu'elle fasse un peu plus partie du village,
quand elle reçoit la pierre, c'est quasiment si, sans dire qu'elle pleure, mais ses yeux se remplissent d'étoiles. Oh, alors vous pourrez peut-être enfin prendre ma place dans le village. Ils m'accepteront peut-être. Puis elle chérit ce petit caillou-là comme si, comme la prunelle de ses yeux. Là. Donc elle est très très heureuse de ça. Elle espère là, de tout cœur être choisie. Parfait. Louis-Philippe, toi. Oui. Ben moi, mes personnages ont des attitudes très différentes par rapport à cette loterie-là. Ben oui. Slur, tout d'abord, novice, briseur de pouces, voit pas qu'est-ce qu'il pourrait faire dans un cimetière. Ce serait un gaspillage de mon talent que d'aller passer 10 ans à remuer de la terre et à bouger des ossements. Moi, je suis là pour m'occuper des vivants. Les morts, ce sont les autres qui vont s'en occuper. Ça, c'est un peu l'attitude de Slur. Mhm. C'est Danielson, lui, étant, comme j'ai dit tantôt, hyper patient, hyper presque passif. Tu sais, son rythme de vie est vraiment différent des autres. Lui, il est comme La magie nous porte là où elle veut. Si jamais je dois passer les 10 prochaines années au cimetière, c'est sans doute que les énergies cosmiques veulent me montrer un autre chemin que celui que je pensais emprunter. Puis il est pas mal ouvert à ça, fait qu'il reçoit sa pierre puis il a hâte d'avoir le résultat. Et mon messager, lui, honnêtement, là, tous les personnages que j'ai roulés, ils ont la même érudition, ils ont la même intelligence. C'est 12 qui est quand même censé être bon. Ben Mais oui. juste pour qu'il y en ait un peu différent, Garbure, il est pas vite. Il est bien concentré sur ce qu'il fait. Il a bien de la misère à voir comme plus loin que le bout de son nez. Puis là, il porte les pierres à tout le monde. Puis il a comme pas catché que lui aussi, il allait en avoir une. Fait que lui, il est comme... Non, mais j'ai des... En fait, sa voix, c'est... Moi, on m'a demandé d'aller porter des pierres, alors je vais porter des pierres. Moi, quand on me donne une pierre et qu'on me dit tu la donnes à quelqu'un, tu vas la donner à quelqu'un. Et puis, ce qu'on fera avec la pierre, on verra quand j'aurai fini d'aller porter les pierres à tous ceux qui sont censés recevoir des pierres. Moi, ma pierre à moi, j'y penserai lorsque je me le serai donné. Hein? On va y aller l'étape à la fois. Puis c'est un peu ça son attitude. Il comprend pas que il peut avoir des implications ce qu'il est en train de faire. Lui, là, il voit Oui. juste faut aller porter des pierres à tout le monde. Quand ça va être fini, tu vas le dire à Maria que c'est terminé. C'est ça un peu Je le l'aime attitude. déjà. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est à chaque fois, on fait, à chaque fois comme on fait. Probablement qu'il il arrive un moment un peu cocasse où est-ce que Borky et Garbure pas se rentrent un dans l'autre, mais tu sais, ils courent partout, puis ils freinent à genre 1 centimètre l'un de l'autre, puis les deux, ils se tendent leur chaudière pour genre prendre la Ah, pierre. c'est bon. On s'en échange une. Oui, c'est ça, parce que Ah ben oui, votre- c'est vrai, moi aussi, il faut que j'en prenne une. parce que Merci. votre devoir, c'est de porter les messages, puis de faire... fait que votre éthique de travail est sûrement pas « j'avais pigé moi-même », puis que vous arrivez, vous regardez, puis vous tendez tous les deux votre seau. Avec un petit échange de genre, devoir accompli. Puis Garbus, ça l'intéresserait pas, mais mettons Louis-Philippe, ça l'intéresse. Sont quelle couleur nos pierres? Cramoisi. Ah, ben, Colin! Quel hasard! Je me Quel demande hasard! quelles Wow! couleurs vont être mes pierres. Quel hasard! Donc, en fait, puis vous, tu sais, peut-être que, justement, on s'entend que t'as quand même un certain niveau d'érudition. Tu remarques que les gens ont pris des pierres très colorées. Il y a peu de pierres foncées. Fait que peut-être que pour vous, vous dites, hey, on est vraiment, genre, c'est sûr que c'est genre la couleur la plus brillante qui va être choisie. C'est peut-être la plus médium. C'est peut-être la blanche. Tu sais, vous êtes pas sûr, mais tu sais que les quantités sont pas égales. Tu sais, à un moment donné, à force de voir combien vous avez vu, là, mais vous savez qu'il n'y a pas juste vous deux qui distribuent. Fait que vous dites, ben, peut-être qu'on a juste eu la pelletée, tu sais, la même batch. Là. Et donc, la distribution se fait, et vous voyez que les marchands crient, puis ils appellent, puis les quelques shillings sont échangés pour les personnes qui en ont un peu en poche, ce qui n'est malheureusement pas votre cas, mais en même temps, c'est pas tant votre intérêt. Pour la plupart d'entre vous, vous venez d'arriver, vous êtes encore en train de vous placer, puis pour d'autres, ben, vous avez tout ce que vous avez besoin. Ce n'est pas un problème. Et parmi ce lot, alors que les gens commencent à se regrouper plus en îlots, en centres d'intérêt commun, vous entendez des conteurs qui racontent des histoires abracadabrantes.
Vous avez une personne un peu plus ancienne là, qui dit « J'étais là lors des premiers colons. » qui exagère, puis vous savez, oui, c'est ça, c'est ça. Les elfes sont là, oui, c'est ça, tu sais. Puis vous avez genre des jeux, des enfants qui s'amusent. Et il y a une personne qui sort du lot, qui bondit à l'extérieur d'une des caravanes. Notre cher nain forgeron le reconnaît fort probablement parce que il vient juste de temps en temps. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler ou autre, c'est Félix, dit le voyageur. C'est un voyageur qui est solitaire, aux vêtements élimés, aux traits burinés, vraiment carrés. Il vient souvent au village pour se reposer, acheter des provisions avant de repartir en voyage. On dit que Félix a voyagé dans des contrées lointaines et qu'il a affronté des dangers inimaginables. Beaucoup de gens sont fascinés par ses histoires et viennent souvent l'écouter raconter ses aventures, mais certains le regardent avec suspicion et se demandent ce qu'il cache. Félix reste cependant un personnage à la base quand même mystérieux, un petit peu taciturne quand il se présente pas en spectacle. Il est beaucoup renfrogné sur lui-même quand il est laissé seul et personne ne sait vraiment ce qu'il cherche lors de chacune de ses visites. Il a toujours l'impression de chercher quelque chose ou quelqu'un ou de voir parler. Il vient faire, il vient raconter, il vient échanger, il vient donner quelques petits biens qu'il a trouvés à l'aide de la caravane. Il échange des histoires contre un petit peu d'argent, contre des ressources, des provisions, puis il repart. Mais il revient tout le temps. Certains disent qu'il est voyageur. Pour certains d'entre vous qui dites qui est très sédentaire, vous dites c'est peut-être plus un vagabond. Vous avez plusieurs visions. Certains, c'est un héros. Vous dites ça doit être un héros, un aventurier. Vous avez sûrement toute votre perception. Mais cette fois-ci, vous le voyez sortir de cette dite caravane avec un petit baluchon à l'épaule. Habituellement, il est plus en habit voyageur, léger, avec besace et autres, mais là, il a l'air d'avoir un baluchon, des sacs. Il y a beaucoup de matériel sur lui qui sont peut-être même un peu trop encombrants pour le voyageur moyen. C'est quelqu'un qui n'aurait pas voyagé par caravane trouverait probablement le temps un peu long. Puis il commence à débarquer, il fouille un petit peu autour, il parle à quelques personnes. Puis il commence à vouloir déballer son baluchon, puis probablement peut-être sortir des victuailles ou quelque chose. Puis vous entendez une clameur proche de l'espalade des annonces. Alors que vous voyez notre chère Maria c'est monter les marches pour aller un peu plus en hauteur. Puis vous voyez que Félix remballe ses choses puis attend. Et vous voyez Maria qui se lève et qui regarde tout le monde et que tout le monde applaudit. S'il y en a qui chantent, il y en a qui vous voyez quelques shops de boissons. Non, Maria! Puis tu vois que elle a l'air un peu gênée. Oui, elle a un charisme et tout, mais elle reste quand même quelqu'un que ça fait pas longtemps qu'il est sorti de l'adolescence. Elle a les mains usées. Elle travaille dans les champs avec vous. On dirait qu'elle a pas compris pourquoi les gens lui portent tant d'attention. Mais vous le savez. Elle est toujours là. Elle a un charme. Elle a un esprit très vif. Elle a un talent inné. Une grande empathie. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle aurait peut-être même des visions. Elle a toujours l'air de savoir quoi faire, quand le faire. C'est clair qu'elle a un don. Peut-être que ça vient du village. Peut-être c'est une bénédiction. Mais clairement, les villageois voient que c'est une personne qui est une bénédiction pour le village. Elle se lève et dit « Mes amis, collègues, travailleurs, voyageurs. » Elle commence à nommer quasiment tout le monde. « Ah, salut Jean, salut. » Puis à un moment donné, genre, quand elle voit que le monde, ils sont comme « Ouais, puis à un moment donné, ça commence à ralentir parce que c'est long. Là. Elle coupe court, puis elle s'éclaircit à la gorge. Excusez. Vous savez, je vous aime toutes, fait que je veux partager mon amour. Rapidement, juste un dernier petit tour en quelques mots, pas l'opinion de chacun. Comment est-ce que vous voyez un leadership si jeune puis une personne ou autre? Juste en une phrase. Elisabeth, toi, qu'est-ce que tu penses que les sœurs ils pensent de cette personne-là? Girl power. Parfait. Fait que sont des fans. Ouais.
Puis les petits gobelins, eux. Est-ce qu'ils sont suspicieux? Est-ce qu'ils sont... Ils ont écouté l'opinion populaire, puis ils ont fait avec ça. Ils ont fait, les gens ont l'air à l'aimer. Elle est bonne, elle est bonne. C'est comme... OK, ils sont influençables ou ils y croient vraiment? Les deux. Ils croient parce qu'ils sont influençables. Fait qu'ils sont comme, si tout le monde dit qu'elle est bonne, elle est bonne. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont une vision zéro objective. Là. Ils ont un billet de confirmation. Ça a l'air qu'elle est bonne. Hey, as-tu vu comment qu'elle est gentille? Tu sais, aussitôt qu'elle fait coucou, c'est même ça l'envoie promener tout le monde. Après, c'est pas. Elle a fait coucou. Elle est fine. C'est parfait. Louis-Philippe. Mon gobelin est du même avis que les gobelins de Dave. Il est bien influençable. Garbure, lui, il se pose juste pas la question parce que c'est pas ça son mandat. Puis, écoute, mon elfe Sédan, lui, il est comme, jeune. Tout le monde est jeune. Juste moi ici qui sait ce qu'il fait. Mais, elle a de quoi. Il reconnaît par contre, il dit, elle a un petit quelque chose. Bon, Frédéric. Ben, Zoka, elle, encore une fois, elle est comme en pamoison. Elle va aimer tout le monde aussi, là. Donc, la petite gobeline qui est comme « Aimez-moi, je vous aimerai toujours en retour ». Donc, elle est déjà comme après elle. Grully, il l'a connu aussi dans le village. Il sait qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Fait qu'il est comme ouais, c'est une bonne chose, en fait, quelque chose de neuf qui arrive ici, là. Donc, c'est bien. Donc, pour lui. Puis l'elfe avec la frange d'en face, ouais, c'est bien. Mais bon. Ça va passer. Elle va vieillir comme tout le monde. Mais moi, je resterai là. Sans vieillir. Éternellement jeune. Et la frange qui retombe dans son visage. Oh, magnifique attitude. À peine dramatique. Puis, vous voyez que c'est ça, tout le monde dit aucunement. Il sait que l'éternité l'attend. Et vous la voyez comme... Il dit, OK, j'espère que et tout le monde a du plaisir, les récoltes, les surplus de récoltes seront redistribués, faut commencer à se préparer. Tu sais, là, on est au milieu de l'été, tout va bien, les récoltes vont continuer encore jusqu'à l'automne. Ça commence à faire des annonces, elle dit, OK, la famille, ça va s'occuper des... Elle commence à faire des annonces, puis elle s'assure aussi que les gens qui ont reçu des enveloppes ont bien reçu le message, et tout. Et après ça, elle dit aussi, petit rappel ce soir, grand festin pour célébrer l'arrivée du solstice. Donc, j'espère qu'on va avoir du plaisir. Mais avant ça, le moment que plusieurs attendent et que ceux qui sont nouvellement arrivés au village, vous n'êtes peut-être très très au courant, nous arrivons à la loterie. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui est comme un externe qui arrive et dit loterie, je vais gagner un prix, c'est pas le fun ici. Il est comme genre, hey, c'est quoi le prix? T'sais, il cherche autour. Puis, tu sais, comme un peu dans la nouvelle, justement, la loterie. Tout le monde, il y en a tout le monde qui savent, puis d'autres qui savent pas c'est quoi. Puis, il commence à avoir, puis il y a un silence qui règne. C'est l'espèce d'excitation, puis là, soudainement, ça tombe. Il y a comme, on dirait que personne ne se doutait que ça serait aujourd'hui. Est-ce que c'est supposé être à un autre moment? Est-ce que c'est justement, est-ce que la date, elle change pour justement surprendre un peu les gens? Tout le monde était comme genre, ils ont eu la pierre, là, mais on dirait que tout le monde était dans le déni, que ce serait pas tout de suite, t'sais. Puis c'est sous ce silence, un peu presque malaisant, que vous voyez un homme d'un certain âge, avec une barbe, poivre et sel, qui a été vraiment brûlé la peau brûlée par le soleil, les mains tuméfiées, calleuses. Il s'avance. Sur son épaule, il y a une pelle. Puis il s'en va sur l'esplanade la rejoindre. Puis il lui tend une pochette de cuir. Puis, vous l'entendez juste, c'est pas au point de crier pour une annonce, mais vu que c'est tellement silencieux, vous l'entendez dire « C'est l'heure ». Vous voyez que Maria elle prend solennellement la pochette. Elle l'entrouvre un peu. Elle hésite. Elle regarde le personne un peu âgée. Puis elle regarde la foule. Elle dit je peux pas être la personne. J'aimerais que vous me brassiez tous juste un des 20. Puis dites-moi votre résultat.
18. 18, 15, 11. 11, 12. 12. OK. Elle dit, ah non, je peux pas. Elle hésite, puis elle regarde en direction de Parménide. Elle dit, vous, là, une des sœurs Philippe, montez, faites le tirage. Je ne peux décider du destin de la loterie dans mes mains. Je veux que ce soit quelqu'un du village lui-même qui donne du sien. Ok, madame. Le Parménide monte sur la petite scène. Mhm. Puis Un peu attends- malaisé d'être devant autant de monde. Attends la petite bourse de cuir. Tu vois qu'elle est juste assez ouverte pour que tu puisses y mettre 3 doigts. Mais juste assez aussi pas ouverte que tu peux pas voir ce que tu t'en vas fouiller dedans. Tu commences à fouiller, tu sens quelques cailloux, pierres. Ils ont toutes des formes différentes, un peu bossues. Ouais, c'est ça. Un peu bossu. Il y en a des piquantes, il y en a des, tu sais, de toutes les formes pour justement pas que tu te dises, ah, je vais prendre cette forme-là. Tu sais. Elles sont vraiment toutes différentes. Et tu extrais une pierre cramoisie. Puis vous voyez comme du monde qui crie, tu sais, comme genre, ouais! Puis vous, ainsi que quelques autres, vous, c'est un regard plus solennel que vous avez. Puis vous êtes peut-être. Vous êtes peut-être une vingtaine. Puis vous voyez comme tout le monde, puis il commence à s'écarter de ceux qui sont comme genre en. Oh non. Mais parmi la vingtaine, vous en voyez peut-être 2-3 qui sont comme genre. Comme. Ils regardent, puis ils affixent, puis ils sont comme. C'est un honneur. Tu sais, genre. Il y en a qui ont un sens du devoir beaucoup plus développé, mais comme d'autres, c'est comme juste plus. Ah, merde. T'sais. Et vous voyez Maria qui vous fixe. Nous avons nos élus, nos choisis. Festoyez ce soir pour le festin. Amusez-vous, buvez, mangez. Demain, Mercutio, ça pointe la personne à côté d'elle, vous amènera au cimetière de Rélig pour prendre la relève. Et c'est sur ce que nous allons terminer ce premier épisode de ce soir. Voilà. Alors Tout est en place. que tout est en place pour une nouvelle expérience et une nouvelle rotation dans ce cimetière mystérieux. Donc, merci à vous quatre d'avoir été présents. C'est sûr que c'est plus un Merci à épisode toi, Philippe. de mise en place. Le prochain, ça va plus bouger, ça va plus parler, puis ça va être différent un peu. Merci à tous ceux et celles qui nous font confiance et qui nous visionnent en ce moment, ou qui nous écoutent dans leur voiture. Merci de votre vote de confiance et on espère vous revoir au prochain épisode. Donc, sur ce, tout le monde, au revoir, à la prochaine, au plaisir.